Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce lundi. Nous sommes lundi 15 janvier et c'est le soir. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Donc, nous nous retrouvons pour l'atelier sur l'écriture guidée. Et en fait, on va commencer déjà par installer une petite zone de confort et de sécurité, une bonne ambiance. Donc, je vous laisse vous installer, préparer tout ce qu'il vous faut, une petite boisson chaude, des lumières tamisées, éventuellement une petite plante. Et puis là, aujourd'hui, j'ai voulu innover un peu. Je me suis rappelé que j'avais un diffuseur d'huile essentielle. Donc, au lieu de mettre la bougie qui diffusait un parfum d'eucalyptus, je vais mettre une huile essentielle. Alors, je vais en choisir une. J'aime beaucoup soit cerisier, soit rose. Donc, je vais prendre cerisier. Donc, je vais mettre quelques gouttes. Je n'ai pas mis la bougie parce que sinon, ça ferait un peu trop de senteur. Et puis, ça pourrait me donner mal à la tête. Donc, simplement quelques gouttes. Voilà. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mon diffuseur. Donc, je vais mettre cette lumière-là. Et mettre pour 3 heures. Voilà. Et ça va faire diffuser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça diffuse un tout petit peu. Ça fait un petit bruit de moteur. C'est un petit peu... Voilà. Ça sent déjà très bon. Alors, une fois qu'on est installé, qu'on a tout ce qu'il nous faut, vous vous rappelez, on commence toujours par jeter à la poubelle des pensées éventuellement qui pourraient nous embêter dans notre écriture. Donc, je vous avais dit, moi je prends un petit papier comme ça. Et puis donc, avant de rédiger, c'est bien de se poser la question, mais est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que, au niveau physique, est-ce que vous avez envie de pleurer? Vous vous sentez pas bien, comme un petit peu stressé, ou alors est-ce que vous avez passé une mauvaise journée qui pourrait avoir un impact sur votre rédaction? Donc c'est ça, on va essayer de mettre à la poubelle tout ce qui pourrait nous nuire dans notre rédaction. Alors, quel stylo? Donc, je vous encourage à choisir des stylos, des couleurs que vous aimez. Aujourd'hui, lundi 15, qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être ces couleurs-ci. Alors, c'est à vous de vous demander, est-ce que physiquement vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt dans votre tête que ça se passe? Donc des pensées récurrentes, certaines inquiétudes, appréhensions. Donc je vous laisse écrire. Donc une fois que vous avez rédigé ce qui pourrait vous empêcher d'écrire librement et de façon naturelle, vous découpez le petit bout de papier et vous allez le mettre dans la poubelle. Donc s'il y a plusieurs idées, vous découpez plusieurs petits bouts de papier, puis vous le mettez à la poubelle.
Moi, ce que j'ai mis, c'est une petite crainte d'être désorganisée dans mes pensées, d'avoir trop d'idées et de m'éparpiller. Ah oui, parce que la semaine passée, nous avons parlé de l'amour de soi. Ça m'a fait penser que j'avais un livre que j'avais étudié pendant plusieurs mois pour rehausser mon estime personnelle et ma confiance en moi. Et là, je me suis dit, ok, bon là, le prochain sujet, on avait juste regardé le titre et c'était... alors, c'était quoi? C'est l'amour de l'autre. Alors là, c'est à peu près pareil. Je me suis dit, oh là là, le sujet est vaste. Il y a beaucoup à dire. Et j'ai aussi évolué de ce côté-là. Parce que j'ai lu beaucoup. Alors, c'est peut-être ça que je vais faire. C'est commencer par vous partager certaines idées, certains livres que j'ai lus. Qui ne sont pas mes chouchous par contre, mais qui m'ont quand même aidé à évoluer un peu. Ce sont ces deux livres, parce que ça va peut-être vous aider aussi à trouver des idées plus naturellement. Donc ce livre-là, La Révolution de l'amour, de Luc Baudin, et Aime-toi et beaucoup, de Marc Reclos. Alors, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ces livres, c'est par exemple, lui là, où est-ce que c'est ? Est-ce qu'il commence? Voilà. Regardez, c'est intéressant par rapport à l'amour. Ça dit que les Grecs avaient 4 mots pour exprimer l'amour, ce qui permet de cerner davantage ses principaux aspects. Agapé, l'amour désintéressé, inconditionnel, divin. Donc c'est un amour qui est encouragé dans de nombreuses religions, par exemple. C'est un fondement, c'est de s'aimer, hein, donc d'aimer les autres. Mais comme je vous ai dit, on doit commencer par soi pour être capable d'aimer les autres. Les Eros, qui est l'amour naturel, le plaisir corporel, donc par exemple entre deux conjoints. L'amour storgé, qui est pour l'amour familial, donc tous les liens familiaux, père, mère, avec les enfants, mais ça peut être aussi entre frères et sœurs. Donc c'est un amour de sang, lié au sang, enfin façon de parler, les liens familiaux. Philia, qui est l'amitié et la bienveillance. Hein? Donc c'est très intéressant de se rappeler ça, qu'en fait, l'amour, c'est pas si simple que ça, et c'est multidirectionnel, c'est vraiment complexe, et on peut vraiment le développer envers beaucoup de personnes et de catégories. Et j'ai bien aimé ce qu'il dit, lui. Il dit « Nous vivons dans une société où l'amour n'existe pas. Elle ne conditionne plus les relations humaines et encore moins les règles et les lois qui nous régissent. Notre société est fondée sur la compétition et la recherche de biens matériels. L'égoïsme prédomine dans tous les rapports humains. Or, l'être humain est fait pour aimer et être aimé. » C'est très intéressant cette phrase-là. C'est dans ces moments-là et uniquement dans ces moments-là qu'il est bien et heureux. Il est temps de mettre l'amour au centre de nos préoccupations et surtout de toutes les décisions que nous prendrons individuellement et collectivement. C'est ainsi que nous pourrons créer un monde égalitaire et juste où il fera bon vivre. Donc c'était très intéressant. Au niveau de l'amour pour les autres, donc il disait, donc l'amour ça s'apprend. Il disait, nous sommes facilement enclins à nous placer en position de victime, ce qui est tellement plus facile que de prendre la responsabilité des événements que nous vivons et donc de notre existence. Cela se fait par la volonté, en changeant peu à peu nos anciens paradigmes, nos pensées réflexes pour mettre l'amour au centre de notre vie. Et là, lui, il parlait notamment de mettre de la compassion dans nos relations avec les autres.
Et par rapport à tout ce que j'ai pu lire, j'ai lu vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait un petit complément dans celui-ci? Voilà. Lui, par exemple, il parle du pardon. Et la compassion et le pardon, ce sont deux qualités indispensables pour avoir de très bonnes relations avec les autres et pour vivre en paix, en fait. Parce que si on est rancunier ou en colère, si on est dans la haine, si on est dans le ressentiment, on va avoir probablement des ennuis de santé. Parce qu'on va être les seuls en fait, à souffrir. Hein. En général, quand on a subi par exemple une injustice, si on continue à cultiver de la rancune, un désir de vengeance, au final, c'est nous qui souffrons encore. Parce que la personne qui nous a fait du tort, ça lui est complètement égal. Donc moi, j'avais écrit cette phrase-là. Je pardonne aux autres, non parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Donc, je pourrais faire peut-être une petite vidéo sur le pardon, mais j'ai compris vraiment que le pardon, c'est indispensable, vraiment indispensable. En fait, c'est un grand service qu'on se rend à nous-mêmes. Hein. C'est vrai que parfois, on pourrait dire, oui, mais est-ce que tout est pardonnable? En tout cas, ça pourrait être un sujet de vidéo très intéressant. Ce livre-là, je l'ai trouvé intéressant, si vous voulez. C'est beaucoup de pensées, de la sagesse, en fait, et du bon sens. Le petit bémol, c'est que je trouve que parfois, il se répète. Voilà, il répète des idées dites un peu différemment, mais je l'ai lu d'un trait, pour vous dire à quel point ça se lit facilement et rapidement. Et celui-ci, j'ai pas été particulièrement charmée, mais parce que je sais pas, mais il dit certaines pensées très intéressantes quand même. Et au niveau du pardon, donc je vous ai dit peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai découvert une pensée polynésienne. J'en avais déjà entendu parler avant de lire ce livre, et c'est sur le Ho'oponopono. Donc, si vous voulez, c'est avec 4 mots. Donc, lui, il en parle un petit peu, voilà, l'Ho'oponopono. Ça permet de pardonner, en fait. Donc, on peut dire, ces 4 mots, que je me souvienne, c'est I'm sorry, donc je suis désolée. Please forgive me, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, thank you. I love you. Donc, je t'aime. Donc, ces 4 mots-là, c'est vraiment... Ils en ont fait une chanson internationale. Elle est très belle à écouter. C'est dit en plusieurs langues. Et il y a même cette phrase-là, dont je l'ai écrite sur un petit bout de sachet de thé, parce que peut-être qu'un jour, je ferai une page sur ça. Et ça dit, ce sont des mots très spéciaux que Dieu nous a tous envoyés. Nous a envoyés à tous, pardon. These are the special words God sent to us all. Donc c'est intéressant. Je vous mettrai le lien en référence si vous voulez aller voir. Et aussi, on a beaucoup de choses à dire sur l'amour qu'on doit porter aux autres. Parce que comme vous avez vu, il est multifactoriel, enfin plutôt multidirectionnel. On a vu agapé, storgé, éros, philia. C'est vraiment très complexe. C'est pour ça que j'avais peur ce soir de m'égarer un peu, d'aller dans tous les sens, parce que ça m'a remis le nez dans mes anciennes lectures et je me suis dit, oh là là, c'est tout un monde, tout un monde. Mais ça vaut la peine d'en parler un petit peu pour débriefer, comme on dit avant, de commencer à écrire. Ça nous donne un peu plus de contenu. Comme ça va nous éviter de bloquer ou de ne pas trop savoir trop quoi écrire, d'accord ? Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est aussi que on m'a enseigné la très belle règle d'or, qui est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi, vous devez le faire pour eux. Donc je répète, en gros, c'est tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Donc c'est très actif, c'est très positif. Je dirais que c'est mieux
que l'autre phrase qu'on a déjà entendue maintes et maintes fois, qui est négative, parce qu'elle, elle dit « Tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent, ben ne le faites pas. » Ou « Ne faites pas tout ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. » Donc, je préfère la première formulation qui est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Ça peut être, vous voyez, quelques idées, le pardon, la compassion, faire aux autres du bien. Ça doit être des petites idées comme ça que je sème un peu pour nous aider à répondre à ce vaste champ qui est l'amour pour les autres. Alors, maintenant que tout ça, ce petit préambule est dit, on va aller, et qu'on a jeté à la poubelle nos idées négatives, on va aller chercher les questions de la semaine. Alors, la semaine 3, amour de l'autre. Nous démarrons maintenant la 3e semaine dans laquelle nous allons pouvoir élargir notre vision sur l'amour de l'autre. Alors, première question. En toute honnêteté et sans jugement, à qui avez-vous pensé en premier après avoir lu l'amour de l'autre et pourquoi? Alors, on va écrire cette question. Déjà, on va mettre la date. Alors, j'ai dit qu'on était le 15. On est au mois de janvier et l'année, c'est 2024. Et nous sommes au 3e atelier. C'est bien, hein, ça avance bien. Alors, donc, en toute honnêteté, et sans jugement, à qui avez-vous pensé en premier après avoir lu donc le titre, hein, l'amour de l'autre. Donc ça peut être l'amour que l'autre nous porte, mais ça peut être l'amour que nous portons aux autres, hein, à l'autre. Et pourquoi? Donc il faut se justifier. Non seulement il faut dire à qui on a pensé et pourquoi. Donc voici la question, hein. En toute honnêteté et sans jugement, à qui avez-vous pensé en premier après avoir lu l'amour de l'autre et pourquoi? Je vais mettre mon livre comme ça, puis je vais répondre. Alors, bonne réponse, bonne rédaction.
Alors, peut-être vous voulez que je lise. En lisant ce titre, j'ai pensé à mes enfants car je les aime d'un amour inconditionnel. L'amour distorgé est une évidence dans mon cœur de maman. Ensuite, que ressentez-vous quand on vous dit « je t'aime » ? Alors, c'est la deuxième question. Que ressentez-vous quand on vous dit « je t'aime » ?
Eh bien, j'avais beaucoup à dire, c'est fou. Donc, j'ai écrit. Étant donné que j'ai déjà beaucoup travaillé sur le sujet en développement personnel, ma réponse n'est pas la même que si on m'avait posé cette question avant le travail sur moi, sur mes anciens schémas de pensée. Je me sens maintenant plus libérée de tout un tas de questions qui sont stressantes et qui ont un ou des impacts dans notre vie. Par exemple, je ne me demande plus pourquoi on me dit cela, ni qu'est-ce que ça cache, quelles sont les attentes cachées, par exemple. Et je n'ai plus non plus la peur que cet amour ne dure qu'un temps et qu'au premier conflit, ça sera fini. Mes relations, par exemple amicales, ne sont plus saines maintenant. Si une amie me dit qu'elle m'aime en tant qu'amie, qu'elle chérit notre amitié, nos confidences, etc., j'accepte le cœur léger et suis reconnaissante de vivre cette belle amitié, cet amour filia. Donc, je n'ai jamais fait de grec. J'ai fait 4 ans de latin, mais j'ai retenu vraiment les mots grecs parce qu'ils ont tellement d'importance dans notre vie. Donc, c'est très important de retenir toutes les facettes de l'amour. Hein. Je le répète, agapé, qui est basé sur des principes divins, qu'il faut s'aimer et aimer les autres. Aimer Dieu et s'aimer, aimer les autres. Ça, c'est vraiment très important, basé sur des principes. Vous avez l'amour Eros, qui est l'amour physique, charnel, donc, comme je disais, par exemple, entre deux conjoints. Vous avez l'amour Philia, qui est l'affection avec des amis, l'amitié, c'est ce qui permet d'avoir la compassion pour les autres. Quoique la compassion, ça serait plutôt agapé, ça serait basé sur des principes. Donc philia, plutôt l'amitié. Et puis au niveau des liens du sang, l'amour entre, par exemple, des parents et les enfants, ou entre les frères et sœurs qui s'aiment, ça c'est l'amour storgé. Voilà, donc pour le petit récapitulatif. Hein. Alors ensuite, troisième question. Pouvez-vous raconter votre plus belle histoire d'amour? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, c'est ça. Donc moi, ça m'oblige un peu à toujours parler de quelque chose qui n'est pas trop personnel. Mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous partager quand je peux. Je vais quand même pas me mettre à raconter des choses trop personnelles. Donc, je pense que j'ai une petite idée. Donc, pouvez-vous raconter votre plus belle histoire d'amour? Donc, c'est à vous de choisir, mais de quel amour vous voulez parler, hein? Parce que c'est ce que je reproche un petit peu. C'est trop général. Ils n'ont pas mis de préambule. Ils auraient pu dire que l'amour, c'est très complexe en fait. Ce n'est pas un seul amour. D'où la richesse du grec pour ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc si vous voulez parler de l'amour storgé, l'amour filial, l'amour éros, l'amour agapé, libre à vous. Hein, libre à vous. Donc je répète, pouvez-vous raconter votre belle... Hein, c'est pareil. Non, votre plus belle histoire d'amour. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Hop, là.
Alors j'ai écrit la plus belle histoire d'amour que j'ai eue à vivre. J'ai eu quoi? La plus belle histoire d'amour. Donc je suis en train de faire une correction. Jusqu'à présent, et lorsque je suis devenue maman, j'ai donné la vie, mais j'ai eu une envie folle de vivre. Devenir maman est un cadeau divin, et mes enfants sont le fruit de mon ventre, qui est d'une valeur inestimable. Donc ça c'est sûr. Quatrième question. Alors, en allant plus profondément dans l'analyse avec les souvenirs de vos yeux d'enfant, vous pouvez décrire la relation de vos parents. Alors c'est numéro 4. Donc c'est simplement, on pourrait dire, décrire, c'est pas vraiment une question, mais il vous demande de décrire la relation de nos parents. Et ils disent avec les souvenirs de vos yeux d'enfant.
Je vais me laisser plus de place pour écrire peut-être des choses plus personnelles, parce que c'est quand même très très privé là. Donc je pourrais juste dire, je dirais que mes parents sont restés mariés pendant près de 60 ans. Mon papa est malheureusement décédé avant qu'il puisse, donc les deux, hein, ma maman et mon père, enfin, avant qu'ils puissent célébrer ce 60e anniversaire de mariage. Mes parents se sont efforcés de vivre selon des principes et un mode de vie chrétien. Ils ont connu des hauts et des bas. Mon père était un homme qui prenait à cœur ses responsabilités de père pourvoyeur selon le modèle patriarcal pour mettre à l'abri la famille. Et ma maman était une mère dévouée pour le bien-être de la famille et l'éducation de ses 4 enfants. Donc je pourrais écrire un peu plus tard. Et dernière question. Maintenant, pouvez-vous, en étant le plus clair possible, décrire la relation qui représente l'idéal pour vous? Est-ce que chacun a son indépendance? Est-ce que vous partagez une passion commune, un sport, etc. Donc, puisqu'il parle de la relation des parents, je suppose que là, c'est vraiment aiguillé dans ce qu'on appelle l'amour éros, probablement. Donc, je vive la relation qui représente l'idéal pour vous. Ok, je vais écrire ça, puis après on va réfléchir un peu comment on peut le dire. Donc, on est au numéro 5. Alors, je vais pousser un petit peu la lampe, c'est comme je manque un peu d'espace. Donc, numéro 5. Décrire. Alors, quelle est la relation? Quelle est la relation qui représente l'idéal pour vous? Et il nous donne un peu de pistes pour notre réponse. Donc, il demande, est-ce que chacun a son indépendance? Est-ce qu'on doit partager une passion commune, un sport, etc. Donc, quelle est la relation qui représente l'idéal pour vous? Voilà. Donc, c'est la dernière question. Je vais boire un petit peu de tisane.